BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Bienvenue dans le Grand Journal de New York, votre rendez-vous du week-end. Nous sommes ensemble pendant 1 heure depuis les studios du Nasdaq en plein cœur de Manhattan. Nous allons revenir sur ce qui a fait l'actualité cette semaine de ce côté-ci de l'Atlantique. La falaise fiscale, impossible d'y échapper. C'est le dossier du moment, cette mise en place automatique début janvier de toute une série de hausses d'impôts et de coupes budgétaires. La Maison-Blanche et le Congrès vont-ils parvenir à un compromis à temps? Ils se sont rencontrés vendredi. Les experts craignent une rechute de l'économie américaine en cas d'échec. Évariste Lefebvre, chef économiste chez Natixis, sera avec nous dans un instant pour nous livrer son analyse. Le marché de l'art français à la conquête des États-Unis. The Salon a réuni de nombreux antiquaires français, marchands d'art cette semaine à New York. Comment ça s'est passé? Comment se porte ce secteur ici aux États-Unis? Quels sont les goûts des collectionneurs américains? Nous serons dans un quart d'heure environ avec l'une des organisatrices de ce salon. Si on évoque la Martinique, ça vous fait peut-être rêver. Est-ce que c'est le cas pour les Américains? Muriel Whitford, la directrice Amérique du comité martiniquais du tourisme, sera avec nous pour en discuter dans 30 minutes. Enfin, que s'est-il passé chez Microsoft pour provoquer le départ du directeur de la branche Windows 2 semaines seulement après le lancement du nouveau système d'exploitation? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de Microsoft? Réponse en fin d'émission avec notre expert tech de la semaine. Comme promis, on va commencer avec le dossier de la fameuse falaise fiscale, la principale préoccupation des Américains aujourd'hui. Nous sommes avec Évariste Lefebvre, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le chef économiste pour les Amériques de Natixis, vous connaissez très bien ce dossier. Est-ce que vous êtes confiant sur la possibilité des autorités américaines à parvenir à un compromis avant la fin de l'année? Voilà, donc malheureusement l'Amérique se transforme un peu en zone euro où le travail des économistes est désormais de faire des spéculations sur la capacité des politiciens à se mettre d'accord, ce qui est toujours quand même un sérieux souci. Effectivement, oui. Ça enfin, un nouveau métier en quelque sorte. Je pense que déjà avant d'évoquer la possibilité de se mettre d'accord, il faut bien comprendre une chose. La fameuse falaise fiscale, c'est peut-être plus une colline qu'une falaise, en ce sens que la manière de présenter les choses est telle aujourd'hui qu'on a le sentiment que dès le 1er janvier, il va y avoir un trou de l'équivalent de 700 milliards de dollars. C'est vraiment, à partir du 1er janvier, il y a un trou et l'économie américaine ne marche plus. Et on perd d'un seul coup, on est en récession tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu urgence à essayer de résoudre les problèmes, ça veut juste dire que même si certaines des mesures ne sont pas mises en place, ou on n'a pas vraiment trouvé de solution à l'arrivée à terme de certaines exemptions fiscales ou autres, il y aura encore la possibilité de faire des choses qui seront un petit peu rétroactives. Bon, ça c'est le premier point. Bon, le deuxième point, c'est qu'on a eu les élections, et que cette négociation se fait avec l'ancienne équipe. Donc c'est toujours un peu bizarre, on appelle ça la session du canard boiteux aux États-Unis. Et donc c'est encore les vieux de la vieille, ceux qui étaient là il y a 2 ans et qui n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur le plafond, lors des négociations, sur le plafond de la dette américaine. Donc c'est ce qui rend les négociations un peu plus tendues, un peu plus dures. Maintenant, on s'aperçoit quand même que les élections ont laissé des traces, il y a des nouvelles lignes de fracture. On a le sentiment que des deux côtés, Obama est prêt à lâcher un petit peu du côté des dépenses. Il s'est montré quand même assez agressif. Il s'est montré agressif, mais il est beaucoup plus agressif sur le fait qu'il veuille faire payer plus les riches que de réduire les dépenses en matière de santé et de retraite, sachant très bien que c'est un dossier inévitable et il faut s'attaquer à ce que les Américains appellent les entitlements, les droits en quelque sorte. Et de l'autre côté, on s'aperçoit aussi que les républicains peuvent trouver une porte de sortie si jamais, par exemple, ils laissent filer un petit peu les taxes pour les plus aisés. Donc enfin passer de 35 à 39,5% pour les individus gagnant plus de 250 000 dollars par an. Donc un compromis est encore possible. On est franchement, on a encore du temps. Il va pas arriver, donc ça va laisser un petit peu encore d'incertitude. Mais je pense que quelque chose peut être fait sans trop de difficultés. Avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année. En fait, avant la fin de l'année, il y a une grosse urgence. Ici, il y a une urgence d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'on appelle l'alternative minimum tax. Donc c'est la taxe alternative. C'est un phénomène, enfin c'est un mécanisme qui est assez ancien puisqu'il remonte à la fin des années 60 et qui est très simple, c'est que le système fiscal américain est tel, avec des exemptions dans tous les sens, qu'il fallait bien que les ménages qui arrivaient à échapper à l'impôt sur le revenu en payent un minimum. Donc il y a ce qu'on appelle cette taxation minimale qui est de l'ordre de 28% du total des revenus.
L'année dernière, c'était 4,5 millions de ménages qui étaient concernés. Si on ne fait rien, en 2013, ce sera trentaine de millions de ménages. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup de gens. Et donc ça peut faire assez vite mal à l'économie. Mais a priori, ça ne devrait pas être un souci, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, tous les ans, le Congrès se réunit, dit voilà, est-ce qu'on ajuste le taux d'imposition de l'AMT sur l'inflation, et puis on relève le plafond, il n'y a pas de problème. Donc ça peut venir se mélanger et interférer avec les autres négociations, mais s'il y a vraiment une urgence, c'est ça. Parce qu'autrement, le barème d'imposition, donc les fameux tax cuts de Bush, si d'un seul coup elles arrivent à expiration au début d'année, a priori, on peut toujours trouver un moyen de se mettre d'accord. On peut étendre ça encore pendant encore un quelques an mois. Peut-être pas un an. Non, pas un an, mais en revanche, pendant quelques mois, on peut toujours avoir quelque chose de rétroactif en disant, ben non, pour 2013, finalement, on revient là. Donc, oui, c'est grave parce que il faut quand même faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas nier non plus qu'il y aurait un impact à la fois psychologique et effectif sur l'économie, parce que l'impact psychologique est fondamental. Si vous regardez les enquêtes, notamment auprès des petites entreprises, elles vous disent toutes que le problème majeur, c'est plus les banques, c'est même plus la demande, c'est l'incertitude réglementaire. Et donc ça, alors c'est difficile, même la Fed en parle dans ses minutes, comme quoi, oui, effectivement, il y a moins d'investissement aux États-Unis à cause de ça. Le problème, c'est que c'est pas quantifiable, donc on peut pas très simplement savoir l'impact que ça, mais ça existe. En plus, quand c'est matraqué sur tous les networks, à la télévision et la radio américaine. Justement, c'est vous qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Est-ce que l'humeur est plutôt négative ou Ce que j'entends autour de moi, c'est que il y a, on a le sentiment quand même, est en train de naître dans les négociations et dans les conversations autour de nous, c'est que il y a une prise de conscience majeure et une envie, un souhait de la population américaine et des investisseurs de vraiment se lancer dans une vaste réforme fiscale, que vraiment il faut faire quelque chose, qu'on peut avoir des taux d'imposition peut-être plus bas, mais en éliminant certaines exemptions. C'était un peu ce qu'avait proposé Romney, mais il attaquait pas les plus grosses exemptions. Donc on pense que la société américaine devrait être prête, pourrait trouver un consensus l'année prochaine ou l'année suivante, un petit peu sur le modèle de Reagan en 1986. Et je pense qu'il faut faire très attention. Là, pour l'instant, il faut gérer l'urgence. Il faut se mettre d'accord. Est-ce qu'on reporte d'un an ou deux les baisses d'impôts de Bush? Est-ce qu'on essaye de voir si on peut pas mettre un terme à l'exemption des cotisations sociales mises en place par Obama en 2006, en essayant finalement d'avoir un impact réel mais modeste sur l'économie, et ensuite après on aura le loisir, on aura le temps pour réfléchir à une réforme fiscale. Et je pense que c'est si on mélange trop ces aspects-là qu'on peut effectivement se heurter à voir semaine après semaine un blocage qui nous amènera d'autant plus d'incertitude à la fin de l'année que, comme je vous le dis, ça c'est tellement le thème d'investissement majeur que ça pourrait peser très fortement sur les actifs. Est-ce que, si on regarde un petit peu l'attitude de Barack Obama, le président américain, qui semble se focaliser vraiment sur les riches, est-ce qu'il a raison? Est-ce que déjà, si on regarde le plafond, enfin si prend sa définition des plus riches, ce sont des ménages qui gagnent plus de, en tout cas à partir de 250 000 $ par an. Si vous regardez par exemple ici à Manhattan, vous avez trois enfants, c'est pas forcément très riche si vous avez surtout qu'il faut rappeler qu'à Manhattan et notamment aux États-Unis, contrairement à des pays comme la France, le nombre d'enfants n'apporte pas finalement beaucoup en matière de réduction des impôts. Donc il n'y a pas de politique fiscale pro-nataliste, peu importe. On va faire la parenthèse. Est-ce qu'il a raison de s'attaquer aux plus riches comme ça, ou est-ce que c'est légitime, ou est-ce que c'est la solution? Il ne faudrait pas qu'Obama, ce qu'on attend d'Obama, et même les républicains l'ont dit, ce qu'ils attendent d'Obama, c'est un rassembleur. Une fois encore, moi je fais pas partie des Obamaniacs, et je pense qu'un des problèmes de la première de Obama 1, finalement, ça a été de se présenter comme quelqu'un d'assez obtus, finalement. C'est pas tellement quelqu'un qui arrondit les angles. Peut-être que l'opposition ne l'a pas fait plus, mais lui, pas spécialement. Et donc je pense que ce qu'attend le peuple américain, puisque le résultat des élections, c'est quand même un relatif recentrage, on l'a vu notamment avec des victoires des sénateurs démocrates. Donc ça, c'était quand même un signal assez fort. Le rejet, clairement, de certaines idéologies républicaines. Donc je pense qu'Obama a peut-être un peu tort de se focaliser là-dessus, de stigmatiser les plus riches. Mais en même temps, ça fait partie de sa négociation. Donc il y a à la fois un risque politique au sein de l'acceptation dans la population américaine qui semble pas considérer que c'est le problème majeur. Mais de l'autre côté, il faut qu'il garde en quelque sorte des biscuits pour pouvoir négocier avec des républicains qui peuvent être eux aussi difficiles à manœuvrer. Alors si on regarde un petit peu effectivement ce qui se dit, vous avez de nombreux en tout cas experts qui parlent d'une possible récession s'il n'y a pas de compromis d'ici la fin de l'année. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord donc avec ce constat? Je dis que
il faut peut-être pas se faire une montagne d'un échec possible dans les quelques semaines des négociations, puisqu'on peut encore sauver l'impact sur l'économie américaine dans les premiers mois de l'année 2013. Mais s'il n'y a pas d'accord du tout... Maintenant, de toute façon, il y aura un impact sur l'économie américaine d'une manière ou d'une autre, parce que il y a les baisses d'impôts de Bush, il y a les baisses d'impôts d'Obama, il y a la séquestration, c'est-à-dire en fait les programmes qui devaient réduire la dépense publique, il y a l'arrivée à terme de l'extension des prestations chômage, il y a une réduction des remboursements aux médecins, donc il y a toute une liste, donc ça finit par faire beaucoup. Donc, mais grosso modo, entre la falaise fiscale telle qu'elle est présentée, avec une ponction, un choc de l'ordre de 4 points de PIB, donc c'est énorme, une récession assez violente, et finalement une falaise fiscale qui se traduit par un grignotage de 1 point, 1,5 point de PIB. C'est vrai que c'est pas bon parce que l'économie américaine n'est pas non plus, elle va bien, beaucoup mieux qu'ailleurs, mais elle n'est pas non plus en excellente santé. C'est vrai que c'est pas sain, c'est pas bon, on s'en passerait. Mais globalement, c'est ce que devra subir aussi l'économie américaine dans les 4 prochaines années, parce qu'il va falloir baisser les dépenses publiques, augmenter les impôts d'une manière ou d'une autre. Donc ce ne sera que le début d'une ponction progressive sur le revenu des ménages, des entreprises et de moins de dépenses publiques. Avant de terminer cet entretien, et j'aimerais avoir votre réaction sur Janet Yellen, qui s'est exprimée cette semaine sur la communication de la Réserve fédérale américaine. Elle aimerait lier les hausses de taux à des critères économiques très très précis. C'est un soutien important, ce n'est pas la seule au sein de la Réserve fédérale américaine. Concrètement, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que c'est une meilleure chose que de donner un calendrier. À l'heure actuelle, vous savez, la Federal Reserve a décidé qu'elle ne monterait pas ses taux. Elle s'est engagée à ne pas monter ses taux avant 2015. Ouais. Tout en rappelant que c'était conditionnel. Et quand c'est conditionnel, ça veut dire que ça dépend de quelque chose. Alors effectivement, on suppose que ça dépend du niveau du taux de chômage, parce que la Fed en parle souvent, etc. Je pense qu'il est beaucoup mieux de donner des critères et de permettre finalement aux investisseurs de moduler un peu plus leurs anticipations en fonction de ces critères. Le seul problème, une fois encore, c'est qu'une banque centrale doit être capable à la fois d'obéir à des règles, mais elle doit aussi avoir une certaine discrétion dans son action. Et donc c'est toute l'ambiguïté d'adopter des règles et de l'autre côté de se lier les mains trop fortement. Donc je pense qu'elle a raison, mais il va falloir le faire de manière un peu plus subtile qu'en disant ben voilà, c'est tel niveau d'inflation et tel niveau de chômage. Janet Yellen, qui est la vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, qui est pressentie pour remplacer Ben Bernanke en 2014. Évariste Lefebvre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes chef économiste pour les Amériques chez Natixis. On se retrouve dans quelques instants sur BFM Business. Restez avec